Je m'appelle Camille, j'ai 33 ans, et j'ai consacré ma carrière à préserver l'histoire. En tant qu'archiviste, mon métier est d'empêcher que la vérité ne s'érode avec le temps ou qu'elle ne soit réécrite par convenance. Mais il y a 3 mois, lors de la cérémonie commémorative pour mon mari, Marc, j'ai appris une leçon brutale. Les révisions les plus dangereuses ne se trouvent pas dans les livres d'histoire. Elles se produisent au sein de votre propre famille. La cérémonie se tenait dans le grand hall de l'Institut historique de Paris, un lieu que Marc aurait détesté pour son opulence mais toléré pour son acoustique parfaite. La salle était remplie de l'élite silencieuse de la capitale des magistrats, des experts comptables judiciaires, ce genre de personnes qui savent que le vrai pouvoir ne fait pas de bruit. Je venais de monter à la tribune, mes mains agrippant le bois verni, prête à prononcer l'éloge funèbre sur l'intégrité de Marc, sur sa quête incessante de la vérité financière. Et c'est là que ma sœur s'est levée. Chloé ne s'est pas contentée d'interrompre, elle a fait son show. Vêtue d'une dentelle noire plus adaptée à un cocktail sur les champs, Élysée qu'à un enterrement, elle a remonté l'allée centrale avec son fils d'1 an, Léo, dans les bras. Un silence de mort est tombé sur la salle, le genre de silence où l'on a l'impression que l'oxygène vient d'être aspiré. Elle a marché droit vers l'autel, m'a dépassé sans un regard, et a posé Léo juste à côté du portrait encadré de Marc. La ressemblance était inexistante, mais le culot, lui, était monumental. Je ne peux pas le laisser être enterré avec un mensonge, a-t-elle annoncé, la voix tremblante d'une émotion parfaitement répétée. Marc n'était pas seulement mon beau-frère, c'était le père de Léo, et ce garçon est le seul héritier légitime de sa fortune. Je me suis figée, fixant le bébé sur l'autel. Si un membre de votre famille a déjà profité d'un enterrement ou d'un moment sacré pour lancer une attaque personnelle, mettez un oui en commentaire et dites-moi d'où vous regardez. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas la seule à avoir survécu à ce genre de folie. La plupart des gens auraient hurlé. La plupart l'auraient traîné hors de l'estrade ou se seraient effondrés en larmes. Mais je ne suis pas la plupart des gens. Et j'étais mariée à un homme qui m'a appris que l'émotion n'est qu'une donnée corrompue dans un audit. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai regardé Chloé, puis le bébé, et enfin mes parents au premier rang, qui regardaient partout sauf vers moi. Et à cet instant, le chagrin ne s'est pas envolé, mais il s'est cristallisé en quelque chose de froid et tranchant. Ce n'était pas une tragédie familiale. C'était une transaction, et j'étais sur le point de clôturer le compte. J'ai reculé du podium, fait signe à la sécurité d'escorter gentiment Chloé vers la sortie, elle y est allée volontiers, sanglotant pour les caméras, et j'ai terminé la cérémonie. Je n'ai pas mentionné son éclat. Je ne lui ai pas fait l'honneur d'une réponse. Je l'ai traitée comme une erreur dans un grand livre, notée, signalée et mise de côté pour correction ultérieure. Plus tard ce soir-là, dans le silence de notre hôtel particulier restauré du 7e arrondissement, je me suis autorisée à réfléchir. Pas à ressentir, mais à réfléchir. Marc et moi étions un couple de pouvoir, mais introvertis. Il traquait la fraude fiscale pour gagner sa vie. Je traquais les récits historiques perdus. Nous comprenions que la vérité est rarement bruyante. Elle est enfouie dans les notes de bas de page, dans les fichiers supprimés, dans le décalage entre l'image publique et la réalité privée. Chloé, en revanche, vivait sa vie sous les projecteurs. À 29 ans, c'était une influenceuse lifestyle, dont la marque était le luxe sans effort, financé entièrement par la dette et les renflouements familiaux. Elle avait 170 000 € de dette de carte de crédit, un fait que je connaissais parce que Marc avait secrètement restructuré ses prêts 2 fois pour éviter la faillite à nos parents. Mes parents, Béatrice et Richard, étaient obsédés par le statut. Ils vivaient dans un monde où l'apparence était une monnaie, et ils avaient passé leur retraite à louer un train de vie qu'ils ne pouvaient pas s'offrir. Pendant des années, Marc et moi avions été leur banque invisible. Nous payions l'hypothèque de leur manoir en Normandie. Nous couvrions les frais professionnels de Chloé. Nous étions le filet de sécurité qu'ils méprisaient parce que nous venions avec des conditions, des reçus, des budgets, de la responsabilité. Ils nous détestaient pour ça. Ils détestaient que nous voyions les mathématiques derrière leur magie. Et maintenant, avec Marc parti, ils voyaient une ouverture. Ils ne voyaient pas une veuve en deuil. Ils voyaient un coffre-fort vulnérable. J'ai marché dans la maison vide, effleurant le dos des éditions originales que Marc collectionnait. Notre mariage n'avait pas été juste une romance. C'était un partenariat de vérité absolue. Nous avions pris une décision des années auparavant concernant les enfants. C'était un choix privé, médical et personnel que nous avions gardé pour nous, le protégeant des questions indiscrètes de mes parents sur la descendance. Cette décision était notre jardin secret, un lieu de paix que nous défendions contre le monde. Le mensonge de Chloé n'était pas seulement une tentative de s'emparer de l'héritage de 2,5 millions d'euros. C'était une violation de notre vérité la plus intime.
Elle réécrivait notre histoire pour servir son avenir. Elle prétendait que Marc, l'homme le plus loyal et éthique que j'ai jamais connu, m'avait trahi avec ma propre sœur. C'était biologiquement, émotionnellement et factuellement impossible. Mais devant le tribunal de l'opinion publique et dans le panier de crabes des ragots parisiens, la vérité importe moins que le scandale, sauf si vous avez les preuves. Et je savais exactement où les trouver. La sonnette a retenti à 8 heures précises. Je n'ai pas eu besoin de vérifier la caméra de sécurité pour savoir qui c'était. Mes parents, Béatrice et Richard, fonctionnaient selon un horaire dicté par les apparences, et une crise familiale n'était qu'un événement de plus à gérer avant le brunch. J'ai ouvert la lourde porte en chêne. Ils se sont engouffrés sans un mot, me contournant pour se planter au centre du vestibule. Ma mère portait ses perles signatures, celles que Marc avait payées pour faire renfiler l'année dernière. Mon père portait son blazer de club privé, bien que ses cotisations soient en retard de 3 mois, une autre facture que Marc avait discrètement interceptée. Ils ne ressemblaient pas à des grands-parents en deuil. Ils ressemblaient à des lobbyistes arrivant pour une négociation à huis clos. « Nous devons régler ça », a dit mon père, en se tournant vers moi, avant que la presse ne s'en empare. Le Figaro pose déjà des questions à l'Institut. « Régler quoi ?» ai-je demandé, m'appuyant contre la rampe d'escalier. Le fait que Chloé ait commis une fraude à la succession devant la moitié du tout Paris. N'utilise pas de termes juridiques, Camille. C'est vulgaire, a claqué ma mère. Elle faisait les 100 pas dans le couloir, ses talons claquant sur le marbre, un son qui me faisait autrefois tressaillir, mais qui résonnait maintenant comme un compte à rebours. Chloé est émotive. Elle a fait une erreur. Mais maintenant que c'est public, nous devons gérer le narratif. Gérer le narratif, ai-je répété, en admettant que c'est un mensonge. Ils ont échangé un regard. C'était un regard que j'avais vu 1000 fois en grandissant l'accord silencieux pour réécrire la réalité selon leur confort. C'était la triangulation. Eux deux unis contre la seule personne qui refusait de jouer le jeu. « Camille » a dit mon père, sa voix descendant vers ce ton paternel et raisonnable qu'il utilisait pour demander de l'argent. « Pense à l'héritage de Marc. Si nous nions cela, ça devient un scandale. Un test de paternité, de la boue. C'est ce que tu veux pour lui. Mais si nous acceptons, a interjecté ma mère en lissant sa jupe, si nous accueillons Léo comme un membre de la famille, l'histoire devient celle de la rédemption, de la générosité. Nous gardons l'argent dans la famille. Nous protégeons le nom. L'argent, ai-je dit. Tu veux dire l'assurance vie de 2 millions. Ce n'est que du papier, a balayé mon père d'un geste dédaigneux. Mais le nom de famille, c'est éternel. Je les ai regardés, vraiment regardés, et pour la première fois, la colère ne m'a pas brûlée. Elle était froide et clinique. J'ai réalisé que je regardais l'illusion du pouvoir avec un portefeuille vide. La société nous dit que la richesse et le statut sont des choses solides, comme des pierres de fondation. Mais en regardant Béatrice et Richard, je voyais la physique de leur existence. Ils étaient un vide. Toute leur identité, les clubs privés, les galas de charité, le manoir en Normandie était une coquille creuse maintenue par la dette et le délire. Ils n'étaient pas puissants. Ils étaient désespérés. Ils avaient passé 40 ans à acheter des choses qu'ils ne pouvaient pas s'offrir pour impressionner des gens qu'ils n'aimaient pas, et maintenant, avec leurs financiers morts, l'addition arrivait. Ils se fichaient de l'héritage de Marc. Ils se fichaient de Léo. Ils s'inquiétaient que sans ce versement d'assurance, le vide imploserait. Ils étaient terrifiés, et la terreur rend les gens cannibales. Ils étaient prêts à dévorer la dignité de leur propre fille pour garder les lumières allumées dans une vie déjà sombre. « Vous avez besoin d'argent », ai-je déclaré. Ce n'était pas une question. Nous avons quelques problèmes de liquidité, a admis mon père, refusant de croiser mon regard. Le marché a été cruel. Marc couvrait vos problèmes de liquidité, ai-je dit. Et maintenant vous voulez que je les couvre en admettant un mensonge qui souille sa mémoire. Ce n'est pas un mensonge si nous sommes tous d'accord, a chuchoté ma mère. C'est comme ça que l'histoire fonctionne, n'est-ce pas, Camille? Toi, de toutes les personnes, tu devrais le savoir. La vérité, c'est juste ce qui survit. C'était l'erreur fatale. Elle a essayé d'utiliser ma profession contre moi. Elle pensait que l'archivage consistait à effacer les parties gênantes. Elle ne comprenait pas que le vrai travail d'un archiviste est de préserver les taches, les ratures et les preuves du crime. Tu as raison, ai-je dit en me décollant de la rampe. La vérité est ce qui survit, et je vais m'assurer qu'elle survive. Cela veut dire que tu vas signer? A demandé mon père, l'espoir le rendant pathétique. Cela veut dire que vous devriez partir, ai-je dit. Parce que j'ai du travail. Ils sont partis, confiants que leur pression avait fonctionné, satisfaits d'avoir ébranlé la fille silencieuse. Ils n'ont pas vu le changement dans l'atmosphère. Ils n'ont pas réalisé qu'en menaçant le nom de Marc, ils n'avaient pas coincé une victime. Ils avaient activé un témoin. J'ai verrouillé la porte.
La maison était de nouveau silencieuse, mais elle n'était pas vide. Elle était pleine de réponses. J'ai marché droit vers le bureau de Marc. Il avait bâti une carrière en attrapant ceux qui pensaient pouvoir éditer les chiffres. Il savait qu'éventuellement, tout le monde laisse une trace. Et mes parents venaient de laisser des empreintes boueuses partout sur la scène de crime. J'ai franchi le seuil de la seule pièce de la maison que Béatrice et Richard n'avaient jamais osé pénétrer, le bureau privé de Marc. L'air à l'intérieur était frais et sentait légèrement l'huile de citron et le vieux papier l'odeur de la préservation. C'était mon sanctuaire, mais c'était le centre de commande de Marc. Pendant que je préservais le passé, Marc disséquait le présent. Il était expert comptable judiciaire, spécialisé dans la fraude d'entreprises de haut niveau. Il ne regardait pas juste les chiffres, il regardait le comportement derrière eux. Il me disait souvent que chaque crime laisse une empreinte numérique et que chaque menteur finit par créer un grand livre qu'il ne peut pas équilibrer. Je me suis assise dans son fauteuil ergonomique, le cuir encore moulé à sa forme. Je ne me suis pas laissée pleurer. Les larmes brouillent la vision, et j'avais besoin de voir clair. J'ai tendu la main et réveillé sa station de travail principale. 3 écrans ont pris vie, baignant la pièce d'une douce lueur bleue. La plupart des veuves cherchent des photos sentimentales ou de vieux emails. Moi, je cherchais une arme. Marc avait un plan d'urgence pour tout. Il l'appelait le « protocole gardien ». C'était un interrupteur de sécurité numérique conçu pour ses dossiers les plus dangereux, un moyen de s'assurer que s'il était un jour réduit au silence, les preuves qu'il avait collectées trouveraient quand même leur chemin vers les autorités. Mais il y a 6 mois, il avait ajouté une partition personnelle. À l'époque, je pensais qu'il était paranoïaque. Il appelait ça une assurance. J'ai placé ma main sur le scanner biométrique. Une lumière verte a balayé ma paume. L'écran est passé d'un bureau standard à une interface sécurisée et cryptée. Une seule invite est apparue au centre de l'écran noir. Entrez les paramètres de recherche. Je n'ai pas tapé une date. J'ai tapé un nom, Béatrice. Puis j'ai ajouté un deuxième terme de recherche, celui que mon père avait utilisé il y a quelques minutes dans le couloir. Liquidité. Le système a traité l'information en une fraction de seconde, avant qu'une cascade de fichiers n'inonde l'écran. Virement bancaire, interception d'email, rapport de crédit. C'était une carte forensique de la destruction financière de mes parents. J'ai vu les secondes hypothèques, les lignes de crédit au plafond, les prêts désespérés auprès de prêteurs douteux. Mon père n'avait pas juste des problèmes de marché. Il était insolvable. Il l'était depuis 5 ans. Mais ce n'était pas la surprise. Marc savait tout ça. Nous le savions tous les deux. J'ai effacé l'écran et tapé le mot-clé final, le plus douloureux. Celui qui avait déclenché toute cette guerre. Chloé, l'écran a clignoté. Un dossier rouge est apparu. Ce n'était pas juste un fichier, c'était un dossier complet. L'étiquette indiquait « Le grand livre de Chloé, statut, surveillance active ». Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Marc ne s'était pas contenté de payer leurs factures. Il montait un dossier. Il savait. Il savait depuis longtemps que ma famille n'était pas seulement un drain sur nos ressources. Ils étaient une menace pour notre sécurité. J'ai ouvert le dossier. Il était organisé avec la précision terrifiante d'un homme qui savait qu'il ne saurait être pas là pour l'expliquer lui-même. Les sous-dossiers étaient classés par année, puis par type d'infraction. Tentative d'accès non autorisée, fausse signature, indicateur d'usurpation d'identité. Il les traquait. Il traquait Julien, le musicien raté de Montreuil que Chloé prétendait avoir quitté il y a des années. Il traquait l'argent du silence que ma mère lui envoyait depuis le compte que Marc réapprovisionnait pour les réparations de la maison. J'ai réalisé alors que je n'étais pas seule dans cette pièce. Marc était là. Il avait mené cette bataille en silence pendant des années, absorbant les coups, me protégeant du pire de leur dépravation, pour que je puisse me concentrer sur mes livres d'histoire. Il ne m'avait pas juste laissé de l'argent, il m'avait laissé la vérité. J'ai cliqué sur le sous-dossier le plus récent, daté de 2 semaines seulement avant sa mort. À l'intérieur se trouvait un fichier unique et crypté étiqueté protocole d'impossibilité biologique. J'ai fixé l'écran, ma main planant sur la souris. Il pensait jouer aux dames avec une veuve éplorée. Il ne réalisait pas qu'il jouait aux échecs avec un grand maître qui avait déjà joué son coup depuis la tombe. J'ai double-cliqué sur le fichier. Le fichier s'est ouvert, et la vérité a inondé l'écran en haute définition monochrome. Ce n'était pas une lettre sentimentale ou un journal vidéo. C'était une chronologie. Marc avait construit un audit forensique de toute notre histoire familiale, et le premier document était le coup de grâce. Pièce A, dossiers médicaux. Hôpital Saint-Louis. Service d'urologie. Date, il y a 3 ans. Procédure, vasectomie bilatérale. Note du chirurgien. Procédure réussie. 0 motilité confirmée lors du suivi. J'ai fixé le document scanné.
Nous avions fait ce choix ensemble, calmement, un mardi matin. Nous avions décidé que notre héritage ne serait pas biologique, il serait professionnel. Nous voulions laisser derrière nous la vérité, pas des héritiers. Nous ne l'avions jamais dit à mes parents parce que nous savions qu'ils l'utiliseraient comme une arme, nous traitant d'égoïstes pour leur refuser des petits-enfants. Maintenant, ce silence était notre plus grande arme. Marc avait gardé le reçu. Léo avait 1 an. Marc était stérile depuis 3 ans. Le calcul n'était pas juste mauvais, il était impossible. Mais Marc ne s'était pas arrêté là. Il savait que prouver le négatif ne suffisait pas. Il devait prouver le positif. J'ai fait défiler vers la pièce B, le protocole Julien. Il y avait des relevés bancaires du compte urgence de ma mère, celui qu'elle croyait secret. Depuis 10 à 8 mois, elle virait 2 000 € par mois à un consultant à Montreuil nommé Julien Mercier. Je connaissais ce nom. Julien était le musicien fauché que Chloé avait fréquenté brièvement il y a 2 ans. Elle avait juré qu'il avait disparu quand elle est tombée enceinte, prétendant que le père était un capital risqueur qui voulait l'anonymat. Ma mère avait raconté l'histoire que Julien était un bon à rien. Le grand livre racontait une autre histoire. Ma mère ne le payait pas pour rester loin. Elle le payait pour son silence. Il y avait des emails interceptés du compte de Béatrice. Objet. Le versement de ce mois-ci. Corps. Reste à Montreuil. Si tu la contactes, l'argent s'arrête. Nous gérons la situation. Ils savaient. Mes parents savaient que Léo était le fils de Julien. Ils savaient que Chloé était fauchée. Ils savaient que la seule façon de sauver leur statut social était d'effacer le musicien en galère et de le remplacer par le beau-frère riche et décédé. Ils ne protégeaient pas seulement Chloé. Ils fabriquaient un pédigré pour le bébé qui débloquerait le versement de l'assurance. Enfin, j'ai ouvert la pièce C, l'analyse de faux. Marc avait même analysé l'avenant au testament que Chloé avait brandi à l'enterrement. Il avait dû voir un brouillon qu'elle avait laissé sur un cloud partagé. Ou peut-être avait-il simplement anticipé ses méthodes. Il avait superposé la signature sur le testament avec un scan numérique d'une carte d'anniversaire qu'il lui avait donnée il y a 5 ans. C'était une correspondance parfaite, chaque boucle, chaque marque d'hésitation. Elle n'avait pas juste imité sa signature, elle l'avait décalquée. C'était du copier-coller. Dans le monde de la police scientifique, c'était de la paresse. Aux yeux de la loi, c'était un crime passible de prison. Je me suis adossée, la lueur des moniteurs illuminant la poussière qui dansait dans l'air. Je ne sentais plus la chaleur de la colère. Je sentais la clarté froide d'un juge prononçant une sentence. Ils avaient transformé la mémoire de mon mari en accessoire pour leur arnaque. Ils avaient transformé un enfant innocent en pion. Et ils avaient sous-estimé la femme qui tenait les archives. J'ai pris mon téléphone et composé le numéro de mon avocat, Maître Gauthier, un homme qui avait été le partenaire de golf de Marc et un requin juridique. « Camille » a-t-il répondu à la première sonnerie. « Tout va bien ?»« Non, maître, » ai-je dit, ma voix stable. « Mais ça va l'être. J'ai besoin que vous organisiez une réunion. Invitez mes parents, Chloé et leur conseil juridique. Quel est l'ordre du jour? Dites-leur que je suis prête à signer. » Ai-je menti? Dites-leur que je suis prête à reconnaître l'héritier. J'ai raccroché. Il était temps de fermer le livre sur cette famille. Mais d'abord, j'allais les obliger à lire les notes de bas de page. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence du cabinet de Maître Gauthier, un espace dominé par l'acajou et le silence. Mes parents sont arrivés les premiers, Béatrice arborant une expression sombre qui dissimulait à peine son triomphe. Richard avait l'air presque ennuyé, vérifiant sa montre comme s'il attendait qu'un virement passe. Puis Chloé a fait son entrée. Elle était vêtue d'un noir sévère, une voilette couvrant son visage comme une veuve d'un film noir des années 40. C'était une performance. Elle s'est assise, tamponnant des yeux secs avec un mouchoir en dentelle, incarnant parfaitement la mère éplorée de l'héritier secret. « Faisons vite », a dit mon père, tambourinant des doigts sur la table. « Camille doit signer la reconnaissance de paternité pour que nous puissions débloquer les fonds d'assurance. Nous voulons tous passer à autre chose. »« Je suis d'accord », ai-je dit. Ma voix était égale, dépourvue du tremblement qu'ils attendaient. Nous devrions passer à autre chose. Mais d'abord, nous devons passer en revue l'addendum. « Quel addendum ?» a claqué Chloé, sa voix perdant son chagrin haletant pendant une seconde. « Celui que Marc a préparé », ai-je dit. J'ai appuyé sur un bouton de la télécommande dans ma main. L'écran du projecteur est descendu du plafond. Les lumières se sont tamisées automatiquement. Marc était expert comptable judiciaire, leur ai-je rappelé. Il ne croyait pas aux actifs non vérifiés. La première diapositive est apparue, le rapport d'urologie. La salle est devenue morte. L'image projetée était massive, le texte indéniable. Vasectomie bilatérale. 0 motilité. La date était surlignée en rouge 2 ans avant la conception de Léo. Biologiquement impossible,
ai-je déclaré. À moins que tu ne suggères un miracle, Chloé. Le visage de Chloé est passé de pâle à gris. Elle a ouvert la bouche, mais je ne l'ai pas laissé parler. J'ai cliqué sur la télécommande. La deuxième diapositive, le protocole Julien. Les relevés bancaires ont rempli l'écran. Le compte secret de ma mère. Les virements vers Montreuil. Les emails qu'elle avait envoyés à Julien, le musicien, achetant son silence. Vous saviez, ai-je dit en regardant directement mes parents, vous saviez que Léo n'était pas de Marc. Vous saviez qu'il était de Julien, mais un musicien fauché ne vient pas avec un versement de 2 millions, n'est-ce pas? Mon père s'est affaissé dans sa chaise, l'air le quittant comme un pneu crevé. Ma mère regardait l'écran, puis moi, ses yeux écarquillés par une terreur qui n'avait rien à voir avec l'amour et tout à voir avec l'exposition publique. J'ai cliqué une dernière fois. L'analyse de faux. La superposition numérique de la signature. La correspondance était exacte. Un crime projeté en haute définition. Et puis, c'est arrivé. Le moment que j'attendais. J'ai observé Chloé. Une personne normale, prise dans un mensonge aussi dévastateur, s'effondrerait. Elle pleurerait. Elle implorerait le pardon. Mais Chloé n'a pas pleuré. Son visage s'est tordu, se transformant en un masque de pure et laide rage. « Sale garce !» a-t-elle hurlé en frappant la table de ses mains. « Espèce de garce stérile et jalouse. Tu as fait ça pour m'humilier. Tu ne pouvais pas juste me laisser avoir ça? Tu as tout, et tu ne pouvais pas me laisser avoir cette seule chose? » C'était la blessure narcissique. Quand vous exposez un narcissique, il ne ressent pas de culpabilité. Il ne ressent pas de remords pour le mal qu'il a fait. Il se sent victime de la vérité. Dans son esprit, je n'étais pas la victime de sa fraude. Elle était la victime de ma compétence. Elle se fichait d'avoir souillé la mémoire d'un mort. Elle se souciait que j'ai gâché sa scène. « Ce n'est pas une question de ce que tu as, Chloé, ai-je dit en me levant. C'est une question de ce que tu as volé. » J'ai sorti mon téléphone et l'ai posé sur la table. « Le protocole de Marc est actif, ai-je dit. Si je n'entre pas un code d'annulation dans 5 minutes, toute cette présentation, la vasectomie, l'argent du silence, le faux en écriture sera envoyé par email à tous les membres de l'Institut historique, au bottin mondain de Paris et à la division fraude du parquet. Tu n'oserais pas, a chuchoté ma mère. Je suis la femme de mon mari, ai-je dit. Essayez pour voir. Ils ont signé. Ça a pris moins de 3 minutes. La main de mon père tremblait tellement qu'il pouvait à peine tenir le stylo, mais la menace de l'envoi d'email, la menace d'une annihilation sociale totale à Paris, était un facteur de motivation plus puissant que n'importe quelle boussole morale. Ils ont signé la reconnaissance de paternité pour Julien. Ils ont signé la renonciation à la succession. Ils ont signé des accords de non-divulgation que j'avais fait rédiger par Maître Gauthier ce matin-là, garantissant que s'il prononçait un jour mon nom en public, le protocole gardien se réactiverait et finirait ce que nous avions commencé dans cette salle de conférence. Les retombées ont été mathématiques. Elles ont suivi les lois de cause à effet avec une précision brutale. La compagnie d'assurance n'a pas seulement rejeté la demande de Chloé. Ils ont ouvert une enquête pour fraude. Quand vous essayez de voler 2 millions d'euros à un assureur, ils ne disent pas juste non, ils poursuivent. Chloé n'est pas allée en prison, mais elle a perdu quelque chose qu'elle valorisait plus que sa liberté. Sa plateforme. Ses sponsors l'ont lâchée. Sa marque, luxe sans effort, s'est évaporée quand les saisies ont frappé ses comptes bancaires. Elle est retournée vivre chez mes parents, dans une maison qui était déjà en saisie immobilière. Quant à Béatrice et Richard, leurs problèmes de liquidité sont devenus un tsunami. Sans la main invisible de Marc pour stabiliser leurs finances, les créanciers ont pullulé. Le manoir en Normandie a été mis en vente judiciaire. Les adhésions au club privé ont été révoquées. Ils n'ont pas été détruits par un scandale. Ils ont été détruits par la vérité de leur propre insolvabilité. Ils ont simplement cessé de compter pour les gens qu'ils avaient passé une vie à essayer d'impressionner. Je n'ai pas regardé ça arriver. Je n'ai pas suivi leur chute. J'ai simplement arrêté de payer les factures. J'ai changé les serrures de mon hôtel particulier, changé mon numéro de téléphone, et je les ai supprimés de ma vie. Ce n'était pas un acte de cruauté. C'était un acte d'assainissement. 2 semaines plus tard, le versement de l'assurance est arrivé sur mon compte. 2,5 millions d'euros. La plupart des gens auraient acheté une maison de vacances ou fait le tour du monde pour guérir. Mais je savais que cela n'honorerait pas Marc. Il n'accumulait pas la richesse pour le luxe. Il l'utilisait comme levier. Je me suis assise dans son bureau, regardant la chaise vide, et j'ai réalisé que la vraie justice n'est pas une question de punition. La punition regarde vers le passé. La vraie justice consiste à planter une graine qui pousse sur la tombe du mensonge. J'ai initié un virement. Je n'ai pas gardé l'argent. J'ai utilisé chaque centime pour créer la bourse Marc Vernier pour la vérité financière.
Elle finance intégralement les études d'archivistes et d'experts comptables judiciaires dédiés à l'exposition de la fraude d'entreprise et successorale. Elle finance le genre de personnes qui regardent un grand livre et voient une scène de crime. Elle finance les gens qui protègent la vérité. Ce matin, je me tenais dans le petit jardin derrière notre maison. Le bruit de Paris semblait lointain. L'air était vif. Pour la première fois en 3 mois, le silence ne semblait pas lourd. Il semblait propre. J'ai regardé l'endroit où j'avais dispersé les cendres de Marc, juste sous le vieux chêne qu'il aimait tant. Ils ont essayé de voler son héritage pour payer leurs mensonges. Au lieu de cela, son héritage est maintenant une armée de chercheurs de vérité qui s'assureront que d'autres menteurs, dans d'autres pièces, finissent par faire face à leur propre compte. J'ai pris une grande inspiration, remplissant mes poumons d'air froid. Le compte était clôturé, le solde était à 0, et j'étais enfin libre. Parfois, les gens qui prétendent vous aimer sont ceux qui tiennent le couteau. Mais la vérité est un bouclier qu'ils ne pourront jamais briser. Si vous menez une bataille pour votre propre vérité en ce moment, tapez « Je suis l'architecte » dans les commentaires. Construisons quelque chose qu'ils ne peuvent pas détruire. N'oubliez pas de suivre pour plus d'histoires tirées des archives.